Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Mesdames, Messieurs les sénateurs et sénatrices, c'est vrai, Monsieur le Président, que je retrouve cette maison avec plaisir et plus encore la Commission des finances. Et je retrouve des visages que j'ai connus comme collègues lorsque je siégeais au Sénat. Comme ils sont infiniment plus jeunes que moi, naturellement, ils sont toujours là. Je vais vous demander simplement de remettre le masque si c'est possible, Monsieur le Président, en m'en excusant, mais c'est la règle qu'on s'est tous fixée. Très bien. Il faut des règles, comme en matière de finances publiques, Monsieur le Président. Quelle agilité. Vous avez rappelé les objectifs assignés à cette commission que j'ai eu l'honneur de présider, installée par le Premier ministre le 4 décembre, et donc nous avons dû œuvrer en 3 mois. Nous avons procédé à plus de 100 auditions et établi un rapport. Les 10 membres sont restés du début jusqu'à la fin, très assidus dans les auditions, et les conclusions sont assumées par les 10 membres, dans la diversité des convictions, des parcours, des expériences. Nous avons bien sûr pris acte de ce que l'État-providence avait été à la hauteur des enjeux de cette crise et qu'il avait engagé les moyens pour assurer la protection des Français et prévenir le collapsus économique et social. Mais ce faisant, 3 questions se sont posées. D'où vient cet argent ? Jusque-là, la bourse était serrée et soudainement, des milliards ont été injectés dans l'économie et mis au secours de l'offre de soins. Il ne faut pas s'y méprendre, ça n'est pas de l'argent magique. On s'est posé la question, comment l'État peut-il s'endetter dans un tel contexte ? En fait, l'État n'a pas eu de difficulté à s'endetter, parce que l'épargne mondiale est surabondante, que les taux d'intérêt sont extrêmement faibles et qu'au surplus, les banques centrales ont engagé des programmes massifs de rachat des dettes publiques. Et puis enfin, on s'est interrogé sur la soutenabilité de la dette française. On évoque la dette Covid correspondant aux dépenses spécifiquement liées à la crise. Mais on peut dire que la France, par rapport à ses partenaires européens de la zone euro, a abordé cette crise dans des conditions moins favorables, parce que depuis 1974, nous n'avons jamais équilibré nos finances publiques. Et que depuis 1974, la dette publique ne cesse de progresser. 20% du PIB en 80, 40% en 90, 60% en 2000, 80% en 2010 et 100% à la veille de la dette Covid, la crise Covid. Donc, la soutenabilité peut être mise en cause à un moment donné. La France va sortir de cette crise avec une dette publique d'au moins 120% du PIB, alors que l'Allemagne sera à 70%. Cette situation comporte au moins 3 risques. Le premier, c'est la hausse des taux. Bien sûr, les taux sont extrêmement faibles aujourd'hui. Le consensus établi par les économistes laisse à penser que ceci devrait se prolonger. Néanmoins, Joe Biden a engagé des programmes très volontaristes aux États-Unis, 1 900 milliards de dollars, qui peuvent avoir des conséquences sur l'inflation aux États-Unis. Et à un moment donné, la Réserve fédérale peut être amenée à remonter les taux. Et un effet de contagion peut s'opérer. Le deuxième risque, c'est la stabilité de la zone euro, car nous ne sommes pas seuls dans la zone euro. Et il faut prévoir que des règles s'appliqueront demain et qu'il y ait un minimum de convergence entre les principaux pays de la zone euro. Faute de quoi, il pourrait y avoir des turbulences au sein de cette zone euro. J'ai rappelé les taux d'endettement respectifs de l'Allemagne et de la France. Ceci peut être un facteur de friction. Et puis, enfin,
nous sommes entrés dans un monde où la crise peut devenir la norme. Et si l'on devait affronter une nouvelle crise, où seraient les nouvelles ressources? Par ailleurs, nous devons nous préparer à assumer des programmes de transition écologique, sans parler du financement, de la dépendance et d'un cinquième risque s'il doit être institué. Nous avons constaté que si nos finances publiques allaient au fil de l'eau, comme elles ont fonctionné jusqu'à maintenant, c'est-à-dire une progression en volume des dépenses de 1% par an entre 2010 et 2020, eh bien, pour stabiliser la dette, il faudrait attendre peut-être 2030 à des niveaux supérieurs à 130% du PIB et peut-être même dans des conditions de croissance moins favorables, bien au-delà. Si, heureusement, tous les facteurs positifs étaient réunis, si les planètes s'alignaient, on peut néanmoins espérer une stabilisation de la dette à hauteur de 125% du PIB à échéance 2030. Ceci pour souligner la nécessité d'agir. Alors agir comment? Une première erreur serait de restreindre les injections de crédit tant que la crise n'est pas terminée. Des dépenses exceptionnelles doivent être engagées. Il ne faut pas commettre les mêmes erreurs que celles commises au lendemain de la crise de 2008 et la crise des dettes souveraines en Europe dans les années 2010. Donc, maintenir cet effort, mais bien distinguer les dépenses exceptionnelles qui disparaîtront au lendemain de la crise de celles qui pourraient avoir un caractère structurel et qui affecteraient le niveau de dépenses publiques au-delà de la sortie de la crise. Nous préconisons également d'écarter les fausses pistes qui sont dans le débat. L'une d'entre elles consiste à annuler une partie de la dette. Ceci n'aurait aucun intérêt compte tenu du fait que la dette est largement prise en charge par la Banque centrale européenne et par les banques centrales étrangères. À peu près 80% des titres émis par la France en 2020 sont aujourd'hui dans les livres de la Banque centrale ou des banques centrales étrangères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les titres émis correspondent à la fois au déficit de 2020, c'est-à-dire un peu plus de 180 milliards, dirons-nous. Et puis, le refinancement des dettes qui venaient à échéance en 2020. Donc, 80% des titres émis, c'est plus que les 178 milliards du déficit 2020, le déficit prévisionnel dans la loi de finances que vous aviez voté, plus les dépenses spécifiques du fait de la crise. Donc, écarter les fausses pistes. Si la Banque centrale annulait une partie des créances qu'elle détient sur les États de la zone euro, ça n'aurait aucune conséquence sur les comptes publics, puisque d'un côté, même si les taux sont très faibles, les intérêts payés sont des revenus de la Banque centrale, qui lui permet de payer des dividendes aux banques centrales qui sont les sociétés mères de la Banque centrale européenne, qui elles-mêmes versent des dividendes aux États membres. Donc c'est un jeu à somme nulle qui n'a aucun intérêt. Mais ce serait un signal donné au marché. Si un jour on a osé effacer une partie de la dette, les investisseurs pourraient considérer qu'un autre jour, nous céderions à cette tentation. Et c'est le crédit de la France qui, depuis plus de 2 siècles, a honoré ses dettes, qui serait mis en cause. Donc ce serait une façon de scier la branche sur laquelle on est assis. D'autres ont évoqué la dette perpétuelle, mais convenons que la dette perpétuelle, c'est un créneau extrêmement étroit du marché. Si vous connaissez des investisseurs prêts à souscrire des dettes perpétuelles qui ne récupéreront jamais leurs fonds et qui percevront un intérêt, somme toute, très modique. Donc, écarter ces fausses pistes. Alors la question, et vous le rappeliez, faut-il cantonner la dette Covid? Moi, j'ai un souvenir du cantonnement. Je venais d'être nommé à Bercy en 1995 et nous constations que du fait des années de crise de la récession de 1993, il y avait une dette de la sécurité sociale, 250 milliards. Que faire de cette dette?
avec le Premier ministre, Alain Juppé, nous sommes convenus de faire un fonds dédié, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la CADES. Et puisqu'on n'avait pas trouvé les moyens d'équilibrer les comptes de la sécurité sociale jusque-là, eh bien, on était convenu de prévoir un impôt spécifique que vous voyez apparaître sur vos bulletins de paye, la CRDS. Ça devait durer 15 ans. Et au bout de 15 ans, c'était fini. Sauf que la CADES est devenue la voiture balai des déficits chroniques de la sécurité sociale et qu'il y a une sorte de fuite en avant. Tout cela pour dire que si on fait un cantonnement, il faut prévoir une ressource affectée et donc un nouvel impôt. Or, compte tenu du taux des prélèvements obligatoires en France, nous sommes sur la plus haute marche. Il n'est donc pas question de prévoir un impôt supplémentaire. Je pense qu'il est bon de faire apparaître clairement ce qu'est, dans la dette globale, le montant de la dette Covid. C'est un élément d'information que l'on doit aux citoyens et aux acteurs publics. Mais nous n'avons pas recommandé le cantonnement. En revanche, il pourrait y avoir, comme le disait avant-hier le ministre de l'Économie et des Finances, un isolement de la dette Covid. C'est une présentation qui a des vertus d'information et de pédagogie. Alors, quelle stratégie pour améliorer la soutenabilité de nos finances publiques? Nous avons écarté la voie de l'augmentation des prélèvements obligatoires. Pour des raisons que je viens de rappeler, nous sommes à 45%. Dans la zone euro, la moyenne, c'est 40%. Poursuivre dans cette voie serait, de notre point de vue, contraire à la croissance et à l'intérêt du pays. Donc, la seule voie possible, c'est la maîtrise de la dépense. Nous devons veiller, et c'est la règle que nous posons, nous devons veiller à ce que la progression des dépenses, désormais, soit inférieure à la progression des recettes, l'objectif étant, le plus rapidement possible, d'aller vers la stabilisation de cette dette, pourcentage de dette par rapport au PIB. Alors, le jour où le PIB va retrouver de la consistance, naturellement, le taux va baisser. Ce qui explique qu'on soit passé aussi rapidement de 100 à 120% est lié au fait que le PIB en 2020 a chuté d'un peu plus de 8%. Donc, ces dispositions mathématiques vont œuvrer dans l'autre sens, mais nous devons nous préparer à un reflux de la dette publique. En disant cela, il ne faut pas perdre de vue quand même que nous ne remboursons jamais la dette. J'ai dit plus de 40 ans de déficit public. Et comment fait-on? Eh bien, dès qu'une dette vient à échéance, on la rembourse en empruntant l'équivalent. C'est ce qu'on appelle rouler la dette. Donc on peut faire tous les cantonnements qu'on veut, mais en pratique, ça ne change strictement rien. Et s'agissant du reflux de la dette, je constate que nous sommes relativement désarmés. Jusqu'à maintenant, on avait la règle européenne. Mais du fait de la crise, la règle européenne, qui est basée sur deux textes fondamentaux, le pacte de stabilité et de croissance de 2017, traité d'Amsterdam, pas de déficit supérieur à 3%, pas de dette publique supérieure à 60%. À cet égard, 3%, j'ai l'impression qu'on en avait fait un objectif, c'est-à-dire que quand on avait 3% de déficit, c'était bien. Or, en matière de pilotage des finances publiques, la règle, c'est quand même l'équilibre des finances publiques. Qu'on aille à 3% lorsqu'on est en situation conjoncturelle difficile, cela se comprend. Il faut soutenir l'économie et permettre aux amortisseurs sociaux de jouer leur rôle. Mais sur la durée, se donner comme ambition 3% de déficit, c'est accroître méthodiquement le niveau de la dette publique. Ces règles-là sont suspendues pendant la durée de cette crise, mais ne nous méprenons pas. Il faudra bien demain prévoir le retour de ces règles, sans doute différentes, parce que revenir à 60% d'endettement en 20 ans, comme le prévoit le six-pack, qui est le deuxième texte, j'ai dit le pacte de stabilité et de croissance, mais il y a également le traité stabilité, coordination et gouvernance, le TSCG de 2012, qui était le renforcement du pacte de stabilité et de croissance, que la France a appliqué à l'époque à minima en créant le Haut Conseil des finances publiques. Ces règles
sans doute modifiées, vont revenir. Mais si nous voulons participer à la négociation des nouvelles règles, encore faut-il que nous ayons nous-mêmes nos propres règles et que la crédibilité de ces règles soit compréhensible par nos partenaires pour qu'elles puissent être une référence. Alors, osons, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, nous donner des règles de gouvernance de nos finances publiques. Nous avons une gouvernance qui est, convenons-en, inadaptée, puisqu'on a multiplié les textes de progrès, les lois de programmation pluriannuelles qui n'ont jamais été respectées. On est très vertueux quand on parle de finances publiques, mais on est très dépensier lorsqu'on parle de politique sectorielle. Et je me demande si parfois la dépense publique n'est pas un indicateur de performance. Donc nous n'avons pas vraiment de règles. D'abord parce que trop souvent nous agissons dans le court terme, donc on prend le rabot et puis on passe un grand coup de rabot, ce qui n'a pas toujours les conséquences attendues. Ça peut avoir un affichage immédiat, mais dans la durée, ça n'est pas véritablement efficace. Nous avons des entités de dépenses publiques qui sont terriblement éclatées, avec des réglementations spécifiques, des circuits financiers entre le budget de l'État, le budget de la sécurité sociale. C'est difficilement explicable et ceci entretient une sorte de clair-obscur. C'est peu dire que nos finances publiques sont peu transparentes. Si vous arrivez à expliquer ce que sont nos finances publiques à un citoyen, un document synthétique qui ferait apparaître par nature nos dépenses publiques et puis nos recettes publiques, le niveau de déficit ou d'excédent, et puis le devenir de la dette. Il y a là, et ça c'est ce qui me donne beaucoup d'optimisme, c'est que nos marges de progression sont considérables. Donc nous proposons une transformation radicale de la gouvernance budgétaire avec 3 piliers. Le premier pilier, c'est une norme de dépenses pluriannuelle avec un compteur, avec des compteurs des écarts. Nous voulons dire que lorsqu'une nouvelle législature s'installe, le premier acte doit être la préparation d'une loi pluriannuelle couvrant les 5 années du quinquennat, de la durée de la législature. Et avant même que de voter la première loi de finances et la première loi de financement de la sécurité sociale, on vote la loi pluriannuelle des finances publiques, dans laquelle on va fixer une trajectoire, veiller à ce que la progression des recettes soit supérieure à la progression des dépenses. Et dans les dépenses, on s'oblige à fixer un plancher de financement de ce qu'on appelle les dépenses d'avenir, les crédits d'avenir. Nous avons longtemps délibéré pour savoir s'il s'agissait exclusivement des investissements et finalement, nous devons reconnaître qu'il y a des investissements d'avenir comme il y a des investissements qui ne sont pas forcément des investissements d'avenir et qui sont des activateurs de croissance. Et de la même façon, il y a des dépenses récurrentes de fonctionnement qui peuvent être des dépenses d'avenir. Dépenses d'avenir étant la recherche, étant l'éducation. Ça ne veut pas dire que des crédits supplémentaires soient la seule réponse, car il y a aussi des problèmes de gouvernance qu'il va bien falloir régler par des réformes structurelles. Formation professionnelle, bien sûr, qui sont également des investissements d'avenir. Donc, premier pilier, une norme pluriannuelle de dépenses votée par le Parlement, alors à l'Assemblée nationale, avec l'appui, bien sûr, du Sénat, et qui n'a pas les mêmes échéances électorales. Donc là, il faudra trouver l'articulation. Le deuxième pilier, le premier pilier est en quelque sorte notre boussole budgétaire. Le deuxième pilier, c'est la vigie. Et la vigie, pour nous, c'est une institution, à l'exemple de ce qui existe dans de très nombreux pays de l'OCDE, les modèles étant l'OBR britannique, l'Office of Budget Responsibility, ou bien le CBO américain, qui est rattaché au Parlement, et qui est indépendant des institutions de contrôle, telles que la Cour des comptes. Et cette vigie budgétaire, et c'est une innovation, doit elle-même fixer les données macroéconomiques. Jusqu'à maintenant, les données macroéconomiques sont fixées par le gouvernement sous le
l'appréciation du Haut Conseil des finances publiques, dans notre esprit, c'est cette vigie qui devrait présenter elle-même à l'opinion publique ses prévisions macroéconomiques, de croissance, taux d'intérêt, et de procéder à des projections bien au-delà de ce qui est notre perspective la plus longue. Ici, en France, on va rarement au-delà de 5 ans. Il n'y a guère que le centre le corps, le Conseil d'orientation des retraites, qui procède à des prévisions bien au-delà de 5 ans. Dans les autres pays de l'OCDE, on fait des prévisions à 30 ans, à 40 ans. Au Canada, on va à 70 ans. C'est une façon de situer les finances publiques par rapport à l'avenir. Et cette vigie aurait pour mission aussi de donner une appréciation sur toute novation politique. Si le gouvernement ou si le Parlement vient avec un projet important, il doit être procédé à une évaluation, à son impact sur les finances publiques et à sa soutenabilité par rapport aux objectifs à moyen et long terme. Nous pensons que cette institution doit avoir des collaborateurs à temps plein, ce qui n'est pas le cas actuellement, et bénéficier d'une totale indépendance. Collaborateurs qui peuvent être issus des grands corps de l'État, la Cour des comptes, le Trésor, la Banque centrale, la Banque de France, la Banque centrale européenne, mais aussi des économistes et ceux qui collaborent. Le modèle britannique, c'est une trentaine de collaborateurs, c'est un budget de 3 millions à peu près. Et puis peut-être pourrait-on regrouper tous ces conseils qui existent, qui font tous de la prévision, chacun dans son secteur, sans qu'on ait de vision véritablement globale. Et puis le troisième pilier que nous proposons, c'est un débat parlementaire qui permette une appropriation par les Français des débats budgétaires. D'abord, et là je réitère ce que j'ai eu l'occasion de dire lorsque je siégeais dans cette Assemblée, que nous passons beaucoup trop de temps pour l'examen et la discussion des projets de loi de finances. Cela pourrait durer quelques jours, comme dans nombre de pays. En revanche, nous ne passons pas suffisamment de temps sur l'examen des lois de règlement. Il faudrait également instituer une loi de résultat pour la loi de financement de la sécurité sociale et organiser au moins annuellement un grand débat sur les finances publiques avec, je l'ai dit, une présentation globale. Et cette présentation globale pourrait être dans l'article liminaire du projet de loi de finances comme dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale, présentant la synthèse des recettes et des dépenses publiques par nature et les prévisions, les trajectoires de la dette. Voilà, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, en quelques mots, le résumé du rapport que j'ai eu l'honneur de présenter au Premier ministre la semaine passée, le 18 mars, en compagnie de mes 9 collègues qui étaient français, mais nous avions également 2 économistes étrangers, européens, l'une qui a conseillé Mme Merkel et M. Schröder au Conseil qui existe auprès de la chancellerie allemande, et puis un autre qui a été conseiller du ministre des Finances autrichien et qui a également été dans le European Fiscal Group en charge de la gouvernance de la zone euro. Donc nous avons pu avoir des appréciations pas seulement françaises. Et ceci, pour nous, était important. Donc peut-être devrais-je souligner quand même l'importance de l'Europe, parce que si on n'avait pas eu l'Europe, on peut se demander quelle eût été la situation en France dans la première crise de 2008. Je pense que nous avons résisté parce que l'euro a été un bouclier. Et s'agissant de la crise du Covid, demandez-vous si l'État aurait été en situation d'emprunter aussi massivement à des taux aussi faibles et si nous n'avions pas été en relation directe avec la Banque centrale européenne. L'Europe a également manifesté sa solidarité puisque le Conseil et le Parlement l'a ratifié. Le Conseil a prévu que ces circonstances exceptionnelles justifiaient un programme de 750 milliards qui va faire l'objet d'un emprunt
Donc la solidarité européenne joue et la France va bénéficier de 40 milliards de dotations pour engager des dépenses exceptionnelles. C'est le plan de relance. Mais préparons-nous à en rendre compte à nos partenaires lorsqu'il va s'agir de rétablir des règles pour le fonctionnement de la zone euro. La zone euro a cette spécificité qu'elle n'est pas européenne, c'est une addition de dette souveraine nationale, contrairement à la dette américaine, qui est une dette fédérale. Et donc, les investisseurs peuvent à tout moment jouer un pays contre l'autre et faire subir ce qu'on appelle un spread, c'est-à-dire des écarts de taux d'intérêt consistants. Donc, préparons-nous à retrouver ces règles, parce que sans cela, la zone euro pourrait être mise en danger. Ces règles vont revenir sur la table, sans doute au lendemain des élections allemandes de septembre prochain. Il faudra redéfinir ce que peut être le pacte de stabilité et de croissance. Il faudra également revoir le TSCG, le two-pack et le six-pack. Donc nous serons d'autant plus crédibles dans ces négociations et le poids politique de la France sera d'autant plus fort pour faire prévaloir son point de vue et que s'agissant de la stratégie de gouvernance budgétaire, nous aurons fait des propositions marquées du signe de la responsabilité, de la lucidité. Voilà, Monsieur le Président, donc peut-être qu'au moment où le Premier ministre nous confiait cette mission, début décembre, il avait le sentiment que fin février, mi-mars, nous serions sortis de la crise Covid. Nous n'y sommes pas. Et donc, ce rapport est naturellement chargé de beaucoup d'incertitudes, comme le sont les propos que je viens de tenir devant vous. Merci, Monsieur le Président. Merci d'avoir résumé en une vingtaine de minutes, je veux dire, un rapport très dense. Vous dire que je pense que la quasi-totalité de nos collègues ont lu ce rapport et en ont tiré tout le... Maintenant, des questions nombreuses à vous poser. Je vous signale que nous sommes déjà 12 inscrits. 13. Ça va. Donc, traditionnellement, je vais demander... Alors, c'est compliqué, hein, sur un sujet de cette nature qui, par nature, ouvre des horizons très larges. À chacun de se maintenir entre 2 et 3 minutes. J'ouvre un peu la porte parce que le sujet le mérite. Je vais vous proposer, Monsieur le Président, d'entendre l'ensemble des interventions et de bien vouloir faire un exercice de synthèse, puisqu'il y aura sans doute des rebonds, sujet par sujet, si je puis dire. Et voyez-vous, quand j'ai préparé cette audition, je me suis dit, est-ce que je vais poser des questions? Alors, j'ai arrêté, parce que j'en avais une dizaine. Et donc, j'ai dit, si je me lance dans 10 questions, je vais avoir des regards noirs autour de moi. Donc, je vais proposer de ne pas vous poser de questions en tant que président. Peut-être à la fin, si jamais il y avait un thème qui n'était pas abordé, mais ça m'étonnerait qu'ils ne le soient pas tous, j'en rapporterai un de plus. Je vais donner la parole tout de suite au rapporteur général. Merci, messieurs les présidents, mes chers collègues. Alors moi, j'aurai 2 fois moins de questions que celles que vous aviez prévues. Monsieur le Président, ce qui va vous rassurer, et je vais effectivement essayer d'être court. D'abord, je veux, comme le président Claude Raynal, non seulement vous saluer pour ce retour dans des travaux d'une commission que vous avez fréquentée, mais pour le travail qui a été produit, j'ai bien entendu, avec des experts, des personnalités de sensibilités politiques différentes et même de pays différents. Voilà, c'est un regard qui est intéressant. Je vais rentrer à la fois dans le vif du sujet à travers 5 questions sur des sujets parfois de méthode et parfois de contenu. Et je vais essayer donc, pour que chacun ait le temps, de me tenir au temps des, en gros, 3 minutes. D'abord, je vais vous dire que finalement, j'éprouve une certaine satisfaction à voir que certains des axes
de la stratégie budgétaire que vous proposez reprennent assez largement des orientations que j'avais moi-même formulées lors de l'examen du budget, à l'instar, par exemple, du redressement des comptes publics à compter de 2023, une fois le PIB revenu à son niveau, souhaitons-le, d'avant-crise, ou l'invitation à privilégier la maîtrise de la dépense sans, et vous l'avez dit, sans hausse d'impôts. Mais j'ai à ce stade un regret, c'est que la Commission ne se prononce pas sur un objectif de dette ou de déficit à moyen terme et, en l'espèce, se contente, je dirais, d'établir des scénarios, ce qui n'est d'ailleurs pas toujours aisé à appréhender. En fait, j'attendais finalement un point de vue, peut-être une provocation de votre commission sur ce terrain. Et ma première question, c'est est-ce que vous pensez qu'il faut finalement se contenter de stabiliser l'endettement ou de le réduire, et si oui, à quel rythme? Vous l'avez évoqué, mais sur le rythme, voilà, c'est à la fois vous expliquer, du plutôt long terme. Voilà, ça pourrait nous éclairer. J'ai une question un peu de méthode et de règles. Votre commission propose d'adopter au niveau organique une nouvelle règle en dépenses, alors même que nous avons déjà plusieurs et que le pacte de stabilité européen est en cours de renégociation. Et ma question, c'est en quoi cette règle, selon vous, apporterait-elle finalement un plus par rapport à la règle en dépenses européennes existantes ou les objectifs d'efforts structurels fixés, par exemple, dans la loi de programmation? Est-ce qu'il faut vraiment réviser dès aujourd'hui la loi organique sur ce point, alors même que la règle que vous proposez risque d'entrer finalement en compétition, peut-être en contradiction, et ou de se superposer aux futures règles budgétaires européennes? C'est un peu kafkaïen, j'en conviens. Je partage, comme je l'ai dit, la nécessité de maîtrise de la dépense publique, voire de réduction lorsque la crise sera passée. Et je partage vos intentions visant à proposer de définir des dépenses d'avenir qui seraient, et je le partage également, préserver des efforts de redressement à venir. Je pense toutefois que la solution proposée, à savoir de fixer un niveau de plancher d'avenir, n'est, permettez-moi de le dire, pas assez ambitieuse. Parce qu'il faudra, par exemple, et fortement relever le verdissement de nos investissements lors du prochain quinquennat, si l'on veut, et je crois que nous le devons, respecter nos objectifs climatiques. La vérité, c'est qu'en fait, il faudra en même temps augmenter les dépenses utiles à la croissance et réduire les dépenses courantes. La question, c'est articulation vertueuse ou porte-à-faux? J'ai besoin d'avoir, Monsieur le Président, votre avis sur le sujet. Et enfin, déterminer les dépenses dites d'avenir sera crucial, puisque le rapport, et je peux le comprendre, n'est pas très précis sur ces dépenses d'avenir qui pourraient être concernées, de même qu'il ne donne pas vraiment d'axe de maîtrise de la dépense publique. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de vous entendre sur les endroits où les efforts devraient être portés en priorité, ce qui entraîne des arbitrages, mais ce qui est aussi le travail de nos assemblées, de débattre et de définir quels pourraient être, quels devraient être ces arbitrages. Deux dernières questions courtes. Une première, vous proposez, alors je suis toujours un peu inquiet, d'élargir le nombre des collectivités locales concernées par les contrats de Cahors. Je rappelle qu'elles sont aujourd'hui 322, qu'elles représentent près de 70%, un tout petit peu moins de la dépense locale de fonctionnement. Au passage, elles ont démontré qu'elles savaient très bien se tenir, beaucoup mieux que l'État. Et donc la question, c'est quelle serait pour vous la part de ces dépenses qui devraient être concernées par le dispositif que vous préconisez d'élargir? Ce qui n'est pas d'ailleurs sans poser des questions également sur finalement l'autonomie des collectivités locales. Je ne qualifie pas l'autonomie dans une République française dont il est dit dans la Constitution qu'elle est décentralisée. Enfin, vous proposez de consacrer un temps plus long à la programmation pluriannuelle en début de mandature et pour 5 ans. Je ferai une première remarque. Il suffirait d'appliquer en test sur le quinquennat en cours votre méthode. Je pense qu'assez vite, elle pourrait être prise en défaut si on regarde la période 2017 au jour où je vous parle. Mais bon,
Alors peut-être qu'il faudrait effectivement adopter la loi de programmation avant le premier budget, mais dans ce cas-là, comment concilier ce souhait avec le calendrier budgétaire? Vous le savez très bien, l'Assemblée nationale a 40 jours, nous avons 20 jours. Moi, je n'ai pas le sentiment qu'on l'embine. Alors on peut améliorer quelques éléments, certainement peut-être dans la procédure, mais il faut faire attention à ne pas, entre guillemets, cadenasser les débats et les procédures. À moins, et là je ne souscris pas, de réduire le temps consacré à l'examen du budget, parce que je rappelle que, s'agissant du contrôle budgétaire, le Sénat le fait au long de l'année de manière bien différente et je dirais, selon moi, plus approfondie que la deuxième chambre. Merci, monsieur le rapporteur général. Je vous propose de poursuivre tout de suite les interventions des collègues en vous signalant simplement que maintenant le cahier est fermé puisque nous sommes à 18 inscrits et que le temps s'est raccourci à 2 minutes. 2 minutes 30. Il y aura une tolérance. Merci. Donc nous démarrons avec Vincent Delahaye. Merci, Monsieur le Président. Merci, cher Jean Arthuis. Je me suis dit au début, quand j'ai vu que c'était Jean Arthuis qui allait présider la commission sur cet avenir des finances publiques, je me suis dit qu'est-ce qu'il va faire dans cette galère. Et finalement, il s'en est pas si mal sorti que ça, d'après moi, avec quand même quelques questions et quelques désaccords. Alors, je vais essayer de faire court. J'ai compris qu'il fallait avoir des règles et je suis convaincu qu'il faut avoir des règles dans pas mal de domaines et dans le domaine des finances publiques, bien entendu. Après, la problématique, c'est de les appliquer et surtout qu'elles soient contraignantes. Parce que les appliquer, on s'aperçoit bien qu'en fait, personne ne les applique. Donc, en tout cas, en France. Et pour qu'on puisse les appliquer, il faut qu'elles soient contraignantes. Alors, le plafonnement pluriannuel des dépenses, pourquoi pas? Mais de quelle façon on pourra les rendre contraignants? J'ai pas d'idée là-dessus. Je ne sais pas si vous en avez. Le fait que les dépenses augmentent moins vite que les recettes, ça peut être aussi une règle de bonne gestion pour rétablir progressivement les équilibres, mais de quelle façon aussi on le rend contraignant? Et est-ce qu'un gouvernement peut s'en exonérer assez facilement, finalement, comme on s'en est aperçu ces dernières années? Le deuxième point, c'est plutôt un point de désaccord. Moi, je n'étais pas favorable à la création du Haut Conseil des finances publiques. Je ne reste toujours pas favorable à je ne vois pas la plus-value qu'il a pu apporter. Et pourquoi ne pas transformer finalement la mission de la Cour des comptes pour que ce soit la Cour des comptes qui donne son point de vue sur ce sujet? En plus, c'est le même président, donc que j'apprécie particulièrement. Mais en tout cas, je me pose cette question de savoir pourquoi créer toujours des organismes, pourquoi les renforcer, et surtout, je pense qu'en la matière, c'est le Parlement qui devrait avoir la main sur ces organismes. En tout cas, c'est nous qui sommes une instance de contrôle et c'est nous qui devrions avoir les moyens d'avoir un contrôle plus strict là-dessus. Merci Vincent. Jérôme Bacher, puis Didier Rambaud. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. 2 éléments juridiques, tout d'abord. Qu'est-ce que vous pourriez suggérer? On attendait peut-être un petit peu plus de votre rapport sur les suggestions juridiques, que ce soit au point de vue européen. Vous avez dit qu'ils étaient, et l'Union européenne l'a reconnu, un peu obsolètes, en tout cas, tout le moins suspendus. Qu'est-ce que vous pourriez recommander à Paolo Gentiloni pour qu'il puisse satisfaire et la France et les pays frugaux? Deuxième question toujours juridique, faut-il revoir la LOLF? Faut-il introduire une règle d'or? Et comment modifier, suivant le paradigme que vous avez exposé sur les recettes qui devaient progresser plus vite que les dépenses, comment le traduire entre les crédits évaluatifs et les crédits limitatifs? Deuxième question qui est sur plus de techniques financières. Là, vous avez effectivement créé la CADES, mais je crois qu'il existait 10 ans auparavant la Caisse de la dette publique, la CDP, qui servait au moment où la dette arrive à échéance, à la racheter pour reprendre ce qui avait été à des taux notamment plus élevés. Est-ce que vous ne croyez pas, en reprenant la suggestion, a priori, faite par Bruno Le Maire, qui est de dire quand on est sur un cycle haut, quand on est de nouveau sur le cycle haut du cycle économique, qu'on pourrait y mettre les surplus
de recettes du cycle pour pouvoir, aux moments opportuns, et je dis bien aux moments opportuns, racheter la dette à maturité sur ce sujet que vous rappeliez du roulement de la dette. Juste une conclusion, si vous me permettez. Moi, je crois surtout que le problème, c'est la volonté politique de réduire la dépense publique. Et là, c'est vrai que vous avez une petite impasse dans votre rapport. Merci Jérôme. Didier Rambaud, puis Vincent Capo-Canella. Merci, Président. Une remarque et deux questions rapides. La première remarque, effectivement, on a depuis plusieurs semaines dans notre pays un débat sur comment rembourser cette dette. Faut-il l'isoler ou faut-il la cantonner? J'avoue qu'au départ, j'ai pris ça pour un exercice de sémantique. Mais bon, j'ai bien compris quelle était la différence. Et vous avez clairement, ce matin, confirmé que vous ne privilégiez pas l'option du cantonnement. Effectivement, je partage ce point de vue parce que, à mon avis, les Français ont besoin de savoir faire la différence entre ce qui relève de la dette perpétuelle et qu'il faut continuer à pouvoir réduire et celle qui relève de la dette Covid. Deuxième question qui concerne les règles budgétaires européennes. Là aussi, j'ai essayé de bien comprendre si pour vous, vous considérez que ces règles sont devenues caduques ou inadaptées. Et on parle beaucoup de l'idée de passer d'un pacte de stabilité à un pacte de soutenabilité. Partagez-vous ce constat? Et enfin, ma troisième question qui concerne l'avenir de la gestion des finances publiques. On parle effectivement beaucoup aussi d'arriver à une distinction entre les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement. Alors quand on est un élu local, on sait très bien faire la différence. Au niveau des finances de l'État, l'exercice me paraît plus compliqué. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible et surtout pertinent? Merci. Merci Didier. Vincent Capo-Canella, puis Stéphane Sautarel. Merci Monsieur le Président. D'abord, merci au Président Arthuis, dont j'ai admiré la performance, parce que je crois qu'il a réussi avec sa commission à se tenir sur plusieurs lignes de crête à la fois. Alors d'abord, je suis frappé quand même par un chiffre, qui est 80% de la dette française émise en 2020 a été achetée par les banques centrales. Bon. Alors comment on peut jouer avec ce constat-là? Parce que ce chiffre est parlant. En même temps, il a un côté anesthésiant, parce que l'opinion peut dire, dans ce cas-là, continuons. Il faut peut-être qu'on arrive à réexpliquer en quoi c'est malgré tout problématique et est-ce que ça veut vraiment dire que le marché n'aurait pas acheté ces dettes-là et que ça aurait eu des conséquences sur les taux à court terme. Bon, ça c'est une première question. Deuxièmement, il y a une question sur le niveau d'ambition de vos propositions. Alors, première réaction, on a un peu tendance à se dire on attendait que ça soit plus alarmiste. Bon. Et on entend surtout un discours de méthode. Bon, alors je pense que ce n'est pas de la modestie, c'est sans doute du réalisme, et c'est une bonne chose, mais c'est avec l'horizon 2030, 125% du PIB. Bon, finalement, c'est sans doute parti, donc vous nous y habituez un peu aussi. Mais voilà, est-ce qu'il ne faudrait pas être plus dynamique peut-être, et plus alarmiste, et afficher plus d'objectifs sur la réduction de la dépense primaire, poser la question. On nous dit souvent que ce n'est pas la dépense de l'État en tant que telle, que c'est plutôt la sphère sociale. Oui, mais comment on fait dans ce cas-là? J'aurais aimé que vous alliez peut-être un petit peu plus loin là-dessus. Dernier point, sur le débat sur... là, vous tenez aussi sur une ligne de crête, sur dépenses d'avenir, enjeux environnementaux. Bon. Est-ce qu'on ne risque pas, du coup, de dire, oui, on va faire des efforts, mais alors, par contre, la transition écologique et les dépenses d'avenir, là, on va continuer. Est-ce qu'on ne va pas finalement tourner en rond là-dessus? Comment on sort de cette équation-là un peu insoluble? Merci Vincent. Stéphane Sautarel, puis Michel Canvet. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, quelques remarques et deux ou trois questions par rapport au travail de votre commission que vous nous avez présenté ce matin et dont je crois l'importance est certaine à la fois pour éclairer des décisions, mais aussi pour éclairer les Français, parce que je crois que les Français sont très inquiets de l'état de nos finances publiques, de la situation de la dette, peut-être paradoxalement beaucoup plus que ce que les gouvernants ne le laissent avoir jusqu'alors. Et par rapport aux trois piliers que vous nous avez présentés, la boussole, la vigie et le troisième qui est la lisibilité ou la pédagogie, s'appuyant effectivement sur le Parlement qui représente l'ensemble des Français, je voulais insister sur ce point-là parce que ce travail de pédagogie et donc de bonne compréhension, de bon partage, me semble essentiel. Et je voulais donc insister sur deux points. Celui de cette dichotomie, effectivement, entre dépenses d'investissement et de
fonctionnement qui est difficile à régler, d'où le choix de rester sur les dépenses d'avenir. Mais l'expérience nous montre qu'on trouve toujours de bonnes raisons de qualifier des dépenses de dépenses d'avenir et que peut-être il conviendrait d'aller un petit peu plus loin pour fixer un cadre, une règle. On a beaucoup évoqué les règles, effectivement, de la gouvernance, les règles européennes, mais les règles d'un cadre ou d'une lisibilité de ce que seraient nos dépenses d'investissement et de fonctionnement. Puisqu'aujourd'hui, je pense que c'est un des points qui est difficilement compréhensible par nos concitoyens sur la manière dont, effectivement, l'État se finance aujourd'hui, finance son fonctionnement depuis 1974 de manière déficitaire. Deuxième sujet sur cette même question pédagogique, ce fameux roulement de la dette. Vous n'avez pas évoqué l'allongement éventuellement de la dette. Est-ce que c'est une solution possible, une réponse possible? Mais surtout, est-ce qu'on est condamné durablement, éternellement à ce roulement de la dette et donc a aussi cette situation qui paraît difficilement compréhensible pour le commun des mortels, en permanence de réemprunter en fait le capital qu'on doit à échéance, et on sait que nous avons à partir de 2023 des stocks très conséquents à ce titre-là. Donc voilà, sur ces deux points, je vous remercie des précisions que vous pourriez nous apporter. Merci Stéphane. Michel Canevet, puis Bernard Delcros. Bien, je voudrais remercier le président Jean Arthuis des observations qu'il a bien voulu nous présenter et du travail qui a été réalisé par la Commission. Effectivement, on constate que depuis plusieurs décennies, nous avons été dans l'incapacité d'équilibrer nos comptes publics. Il faut quand même en prendre acte et se demander comment cela sera possible dans les temps à venir, dans la mesure où nous avons des engagements extrêmement forts. On a la loi de programmation pluriannuelle militaire, par exemple, qui amène à plus de dépenses. La prochaine loi sur l'aide publique au développement, qui le fera pareil. Quand il y a eu au début de la décennie précédente la volonté de réduire les effectifs de la fonction publique, on s'est trouvé affronté à des problèmes de sécurité et la nécessité de réaugmenter le nombre de policiers, de gendarmes, enfin, au niveau de la justice. Donc il y a des besoins à peu près partout. Et en même temps, la nécessité de retrouver un équilibre des finances publiques. Donc comment peut-on faire? Est-ce que, par exemple, ne faudrait-il pas instaurer une règle d'or? Parce que c'est vrai que comment obliger les gouvernements à présenter des budgets en équilibre? Est-ce que ce n'est pas une règle d'or constitutionnelle qui doit permettre d'y aboutir? Donc c'est l'une des principales questions que je me pose. Merci Michel. Bernard Delcros, puis Rémi Ferraud. Oui, merci, cher Jean Arthuis, de votre présence ce matin et de ces échanges sur un sujet, évidemment, qui est extrêmement important pour nous tous. Vous proposez de définir un cadre pluriannuel des dépenses publiques associé à un plancher d'investissement d'avenir. Vous l'avez rappelé, selon un principe simple, il faut que la croissance des dépenses soit inférieure à la croissance des recettes et disposer d'un compteur des écarts qui serait confié à une institution budgétaire indépendante. Cette norme en dépenses, telle que vous la qualifiez, se déclinerait sur toutes les administrations publiques et sur les collectivités locales par une extension des contrats de Cahors. Mais vous l'avez rappelé d'ailleurs, il existe aujourd'hui un cadre financier pluriannuel pour l'État, qui est la loi de programmation des finances publiques, mais qui n'est pas respecté. Et donc se pose la question, et ça rejoint le sujet qu'a évoqué mon collègue Vincent Delay, ça pose la question du respect finalement de ce cadre pluriannuel des dépenses publiques. S'il y a un cadre, encore faut-il se donner les moyens de pouvoir le respecter. Alors, envisagez-vous, ou plutôt, est-il possible même de rendre cette norme en dépenses contraignante, si je reprends le mot qui a été évoqué, il y a une obligation de respect pour l'État, comme c'est le cas pour les collectivités. Elle est contraignante pour les collectivités, parce que je rappelle que dans les contrats de Cahors, le maintien du niveau de dotation de l'État est directement lié au respect de la hausse des dépenses de fonctionnement. Donc y a-t-il une possibilité de rendre ce cadre contraignant pour l'État? Et puis j'ai une autre question sur les collectivités. Dans votre rapport, je crois que c'est la page 52, vous indiquez la gestion publique territoriale est toujours très éclatée du fait de l'existence d'un très grand nombre de collectivités territoriales et vous comparez avec l'Allemagne. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce sujet et avez-vous des propositions à faire? Je vous remercie. Merci Bernard. Rémi Ferraud, puis Charles Guenet. Merci Monsieur le Président et merci au Président Arthuis
d'être venu évidemment nous présenter le rapport de la Commission. C'est pour nous un travail très intéressant et je pense en particulier à la question de la méthode, parce que finalement nous sommes encore dans la crise. Vous n'êtes pas allé sur des solutions complètes, mais sur la méthode de la boussole, de la vigie et d'accorder plus d'importance au pilotage budgétaire général, notamment du Parlement. Je pense qu'il y a là des pistes intéressantes. Je pense notamment à ce troisième point de vos recommandations, ce troisième pilier. Je dois dire moi-même, depuis mon élection comme parlementaire il y a 3 ans maintenant, j'étais très surpris qu'on passe tant de temps à la discussion budgétaire et si peu de temps et si peu d'attention au contrôle de la réalisation de ce que nous avons voté. C'est là une vieille tradition, mais il y a là, je pense, quand même un véritable souci et je vois que vous proposez une méthode pour travailler autrement dans le cadre parlementaire. Je pense que c'est intéressant. Ceci dit, je reste sceptique sur la boussole. Est-ce que vous pensez véritablement possible que dans chaque quinquennat, dans les 100 premiers jours, soit adoptée une loi de programmation des finances publiques? Ça paraît un délai très rapide. Est-ce qu'on peut estimer que c'est raisonnable, que ce soit une priorité d'un nouveau président de la République, quelle que soit d'ailleurs sa couleur politique? Ça n'est pas là le sujet, mais voilà, en termes de méthode et de rythme politique. Deuxième question, isolement, cantonnement. Bien entendu, votre appréciation plutôt négative, et je pense que c'est en train de monter en ce moment sur la notion de cantonnement, mais dans ce cas-là, à quoi sert l'isolement? À part en méthode statistique, enfin en connaissance, est-ce que c'est possible de mettre bien en avant l'isolement sans passer ensuite à un cantonnement, qui d'ailleurs, cantonnement, entraîne probablement une hausse des prélèvements obligatoires, même si c'est dans le cadre des comptes sociaux. Et justement, j'en viens à ma troisième question, et c'est certainement le point de désaccord que j'ai et le plus fort avec votre approche, c'est d'être resté très orthodoxe en maintenant un tabou sur les recettes. C'est-à-dire maîtrise des dépenses publiques, tout en disant d'ailleurs qu'il ne serait pas raisonnable de les réduire brutalement, mais avec un vrai tabou sur les recettes, à un moment où on voit par exemple la nouvelle administration américaine parle d'augmenter le taux de l'impôt sur les sociétés aux États-Unis. Est-ce que ce n'est pas le moment de changer de paradigme et de réfléchir aussi aux recettes? Ça peut être aussi sur leur structure et pas seulement sur leur niveau général, et donc si c'est sur leur structure, sur leur dynamique possible. Parce que de gouvernement en gouvernement, de quinquennat en quinquennat, finalement, la maîtrise des dépenses publiques, elle est bien réelle. Pas la diminution, mais la maîtrise. La volonté de ne pas augmenter les impôts également. Et du coup, ce sont les déficits publics qui ne diminuent pas. Il n'y a pas vraiment de stabilisateur automatique en période de reprise. Et on arrive aux limites de cet exercice aujourd'hui. Voilà, je pense qu'il faut qu'on travaille aussi sur la question des recettes désormais. Merci Rémi. Monsieur le Président, tout va bien? Ça va bien. Parce que là, vous savez, c'est comme celui qui tombe du 90e étage. Vous interrogez entre le 45e et le 44e. Il dit pour l'instant, ça va bien. Bon. Je veux dire, on est à la moitié des interventions et des questions. Je vous propose de poursuivre parce que si jamais on coupait, vous risqueriez déjà de répondre quasiment à toutes les questions, mais je reconnais que l'exercice devient difficile. Par contre, vous avez une chance, on ne vous demandera pas de citer nommément chacun des intervenants. Et donc de faire de faire des réponses globales. Reprenant l'ensemble des sujets. Évidemment, je sens que l'exercice n'est pas si simple que ça. Charles Guenet, puis Éric Bocquet. Bien. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, est ravi de vous retrouver dans cette configuration. Je voudrais m'arrêter et me consacrer à la gouvernance, qui m'a beaucoup intéressé dans vos travaux. Et je trouve que l'exercice est assez bon, mais je me demande s'il va assez loin. Et je veux parler de son appropriation démocratique et plus précisément de la nécessaire adhésion du Parlement et des collectivités locales.
Contrairement à l'Allemagne, où c'est la recette qui détermine la procédure budgétaire et où la dépense est réellement soumise aux deux chambres et où le Bundesrat arbitre les ressources des collectivités locales, et cela suivant des règles institutionnelles beaucoup plus contraignantes que l'Europe, en réalité, notre débat budgétaire est préempté par l'exécutif en quasi-totalité. Aussi, je crains que l'institution du Haut Conseil des finances publiques en organisme indépendant de prévision et de contrôle, même aux mains du Parlement, et une conférence nationale en début de mandature avec les collectivités locales ne soit un cadre insuffisant pour notre pays. En effet, le fait que les collectivités locales perçoivent aujourd'hui une très large part d'impôts nationaux, que le système actuel les déconnecte quasiment du sort de la dette nationale, à laquelle elles estiment d'ailleurs être étrangères, que le Parlement non seulement subisse la loi de finances, mais soit également écarté des négociations que l'exécutif entame au coup par coup avec les collectivités locales, n'exige-t-il pas d'aller beaucoup plus loin dans une nouvelle gouvernance systémique, pérenne, pour atteindre une culture consensuelle et véritablement efficace. Merci Charles. Poursuivons avec Éric Bocquet, puis Sophie Taillé-Polian. Oui, merci Monsieur le Président. J'ai eu de brefs moments d'espoir à la lecture de votre rapport, Monsieur le Président. Quelques secondes. La première, quand vous dites écarter l'austérité. On ne peut qu'applaudir à cette formulation et accroître les prérogatives du Parlement. J'en conviens tout à fait, nous sommes insuffisamment associés à cette histoire de dette et même des finances publiques. Mais vous dites il ne faut pas s'engager dans un programme de réduction des dépenses dès maintenant. Et c'est le dès maintenant qui m'inquiète. Dès lors que vous écartez tout nouvel impôt, enfin vous, le gouvernement, j'entends, c'était la commande de votre rapport, en gros, aucune alternative. Donc on revient au fameux TINA des années 80, il n'y a pas d'alternative. La seule voie possible, dites-vous, c'est la maîtrise des dépenses. Et j'ai ici le rapport Pébro de 2005 qui eut la même mission en son temps. Et il disait, en 11e proposition, faire de la réduction des dépenses inefficaces la priorité du gouvernement et du Parlement pendant la phase de retour à l'équilibre. C'était il y a 16 ans, on est exactement dans le même cadre. Et pourtant, cette dépense publique a été l'un des leviers, si ce n'est le levier principal, pour éviter l'effondrement complet de l'économie et même de la société. J'irai jusque-là. Alors, sur la dette, vous dites la dette, c'est l'accumulation des déficits annuels depuis 46 ans. Mais un budget, c'est aussi des recettes, effectivement. Or, ce point recette n'est pas du tout évoqué dans le rapport. Alors qu'il y a eu des gagnants dans cette crise. Il y a quand même eu des gagnants. On peut parler des GAFA, on peut parler de la grande distribution, des assureurs, etc. Et on est toujours sur la problématique de mettre sur le même plan un État et un ménage vis-à-vis de la dette. Alors que ça n'est pas comparable, chacun le sait. Parce que sur les recettes, on pourrait aussi imaginer une analyse fine de tout ce qui est exonération, dégrèvement, l'évasion fiscale qui reste un sujet, les niches. Voilà autant de sujets qu'il faudrait, je crois, examiner de près pour avoir une analyse un peu plus équilibrée des matières budgétaires. Sur les alternatives en matière de gestion de dette, le rapport passe, je trouve, assez rapidement, sans véritablement qu'il y ait une démonstration. Alors, vous dites quand même, nous les avons finalement écartées, ces options. Est-ce à dire qu'il y a eu véritablement un débat au sein de la Commission sur ces aspects? Vous dites la dette, enfin, le cantonnement ou la dette perpétuelle ou l'annulation inquiéterait les marchés financiers qui ne sont nullement inquiets aujourd'hui, on le constate, avec les taux négatifs qu'ils nous proposent et même, dans certains cas, un endettement à 50 ans, ce qui est tout à fait nouveau. Donc, pas d'inquiétude de ce côté-là. Donc, débat sur la dette, vous dites dans le rapport, et c'est vrai, une écrasante majorité des Français considèrent en effet qu'ils sont mal informés sur la dette publique. Je pense qu'effectivement, c'est l'un des enjeux du débat démocratique du moment. Les règles européennes, elles ont explosé, c'est évident, tant du point de vue des déficits que du niveau d'endettement, y compris de beaucoup de pays du bloc européen. Elles sont devenues caduques, mais quelle proposition feriez-vous en matière d'évolution des règles européennes? N'est-ce pas le moment de revoir fondamentalement le mandat de la BCE,
qui a d'ailleurs joué un rôle nouveau depuis plusieurs années, avant même cette crise de Covid, avec l'assouplissement quantitatif, les mesures non conventionnelles. Elle est sortie de son cadre. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à lui faire jouer un autre rôle en termes d'intervention directe? La Réserve fédérale américaine l'a fait, la Banque d'Angleterre, dès le mois d'avril 2020, l'a fait, directement financement des États. Je pense qu'il y a matière à débat sur le sujet. Finalement, le rapport retient comme objectif central de faire baisser le niveau de la dette à partir de 2030, en limitant la croissance des dépenses publiques à 0,65% par an en volume. Nous étions à 1,3 en objectif, en moyenne, entre 2009 et 2019. Donc réduire les dépenses publiques, et là je vais rejoindre Jérôme Bascher, lesquelles, concrètement, l'hôpital, l'éducation, la justice, le niveau des retraites, etc., si on veut aller jusqu'au bout. Alors, dernière remarque, boussole, vigie, compteur. Moi, j'avais l'impression déjà que dans ce pays, on avait tout un tableau de bord pour gérer les finances publiques. Merci. Merci, Éric. Sophie Tallier-Polian. Merci. Puis Hervé Moret. Merci, Monsieur le Président. Merci pour la présentation et les échanges. D'ailleurs, on voit que les collègues s'interrogent sur ces nouvelles règles qui pourraient assurer l'objectif de stabilité de l'endettement de notre pays, en se disant le problème, on se fixe des règles, mais on ne les applique pas. Mais peut-être que si on ne les applique pas, c'est parce que tout simplement, elles ne sont pas applicables. Pourquoi ? Parce qu'elles font l'impasse sur une certaine forme de soutenabilité démocratique. On parle beaucoup de faire accepter, de l'acceptation sociale de règles contraignantes. Et tant qu'on ne se pose pas la question de la prise en compte des questions d'urgence sociale, d'urgence climatique, pour faire en sorte que des règles que nous nous mettrions face à nous soient acceptables socialement, soient acceptables démocratiquement, nous serons dans la situation où elles seront de fait inapplicables. Alors, moi, je ne suis pas favorable à une sorte de technicisation, dépolitisation de la gestion budgétaire, mais bien au contraire d'une solution qui permette de convaincre les citoyens et les citoyennes et en fonction de la réalité sociale qu'ils vivent. À ce titre, effectivement, je regrette et je m'inspirerai du terme que le président Reynal a utilisé dans la note qu'il a envoyée pour contribuer aux travaux de cette commission. Je regrette le désarmement fiscal qu'il induit. Quid aujourd'hui des dépenses, des baisses de fiscalité qui sont aujourd'hui prévues ou qui ont été décidées très récemment. Je pense bien sûr aux 20% les plus élevés de la taxe d'habitation ou encore de la décision très récente de baisse des impôts de production qui vont dans les années à venir générer des baisses de recettes qu'il faudra bien compenser. Alors comment les compenserons-nous ? Moi, je crois qu'il faut revenir sur ces décisions parce que sinon, nous les compenserons par la baisse des dépenses publiques. Mais qu'est-ce que c'est à dire que nous allons baisser les dépenses publiques si ce n'est une façon un peu moins effrayante, un peu plus délicate de dire que nous allons baisser les dépenses sociales. Et d'ailleurs, on le voit, on l'observe aujourd'hui, dès à présent, puisqu'on parle de la dette de l'UNEDIC qui est nettement alourdie, notamment par le chômage partiel, en faisant payer les précaires. C'est-à-dire qu'on fait payer la protection des salariés par les plus précaires. N'est-ce pas là quelque chose de proprement inacceptable au fond de nos devises républicaines d'égalité et de fraternité? Enfin, je m'interroge très fortement sur la question, évidemment, de notre capacité à investir au niveau des besoins concernant l'urgence climatique. I4C chiffre à entre 10 et 30 milliards d'euros par an les besoins d'investissement pour répondre à nos propres engagements, aux engagements que nous avons souscrits. Peut-être qu'il y a là matière à mettre en œuvre des règles qui garantissent le fait que ces investissements soient réalisés, pas au détriment de la justice sociale, à mon sens. Et comment faire aujourd'hui pour inciter au niveau européen à un verdissement de la politique monétaire qui serait, je pense, d'ailleurs, un instrument important. Je m'en arrête là et je vous remercie de votre attention. Merci Sophie. Hervé Moret, puis Thierry Kozik. Merci Monsieur le Président. Je voudrais d'abord dire au Président Arthuis tout le plaisir que j'ai à le retrouver dans cette maison. Beaucoup de choses ont été dites. Je partage bien sûr l'analyse, les constats et les objectifs qui ont été présentés par le Président Arthuis. Je m'interroge davantage sur les moyens et notamment sur la capacité de faire en sorte que cette loi pluriannuelle des finances publiques elle soit respectée.
On sait tous qu'il y a un certain nombre de lois de programmation qui existent, notamment dans le domaine de la défense, elles ne sont jamais respectées. On sait tous que les lois de finances qui sont annuelles, en général, ne sont elles-mêmes pas respectées. C'est pour ça qu'on a des lois de finances rectificatives, même les années ordinaires. Donc je voulais savoir comment le président Arthuis imagine, et sa commission, comment ils imaginent que cette loi pluriannuelle des finances publiques pourrait être respectée, pourquoi elle le serait, celle-là et pas les autres, et comment elle le serait. Et je suis un petit peu étonné, connaissant les positions du président Arthuis, qu'il ne soit pas allé un petit peu plus loin en proposant par exemple une règle d'or dont je l'ai entendu parler jadis naguère, qui aurait pu être inscrite dans notre Constitution. Je ne vois pas comment, sans ce type de dispositif, on pourrait arriver à avoir vraiment des gouvernants vertueux en matière de finances publiques. Je rappelle qu'il y a des règles, et on le sait tous ici, beaucoup plus contraignantes qui s'appliquent aux collectivités locales. Pourquoi l'État n'accepterait-il pas lui aussi d'avoir des règles un peu plus contraignantes que celles qui existent aujourd'hui? Et puis, dernière question subsidiaire. Quel sort va, selon vous, Monsieur le Président, connaître ce rapport par rapport aux intentions du gouvernement? Ça commençait bien. Bon. Thierry Cosier, puis Patrice Joly. Merci, Monsieur le Président. Merci au Président Arthuis de cet échange extrêmement intéressant. Je voudrais revenir sur la soutenabilité de la dette et les investissements d'avenir. C'est vrai qu'aujourd'hui, malgré la crise sanitaire, on constate que les taux d'emprunt, les taux d'intérêt auxquels la France emprunte aujourd'hui sont très faibles, voire négatifs, notamment sur des échéances à 15 ans. En gros, ça signifie qu'aujourd'hui, les investisseurs sont prêts à payer à l'État pour pouvoir lui prêter de l'argent. Donc c'est vrai que quels que soient les ratios aussi effrayants qu'on peut présenter à la population, la question du déficit et de la dette ne semble pas, dans l'immédiat, susciter le plus d'interrogations. La vraie question qui est posée n'est donc pas de définir une trajectoire de finances publiques, mais plutôt de résoudre une problématique qui, moi, me paraît bien plus compliquée. En effet, dans un contexte aujourd'hui d'épuisement des gains de productivité et donc du potentiel de croissance, ne faut-il pas inverser les priorités pour faire de la soutenabilité écologique et sociale le cœur de l'action publique ? Si à l'échéance de la dette qui est contractée aujourd'hui, l'économie française est ravagée à la fois par les inégalités et les désastres écologiques et sanitaires qui seraient mal anticipés, la dette pourrait devenir une vraie difficulté, et elle peut l'être si on la place avant cette soutenabilité. Et donc ma question, en d'autres termes, c'est aujourd'hui, la priorité doit-elle être de garantir la solvabilité de l'État coûte que coûte, qui, elle, ne me paraît pas en danger, mais plutôt de garantir la pérennité et la stabilité de la société. Merci Thierry. Patrice Joly, puis Sylvie Vermeillet. Je vais reprendre, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je vais reprendre une formulation dont je vous indiquerai quel est l'auteur, qui est celle-ci. Non, la dette publique n'est pas un fardeau, c'est juste de la monnaie mise par l'État dans la poche des gens et des entreprises. Moi, j'ajouterais des financiers et malheureusement des spéculateurs, et qui n'est pas récupérée par l'impôt. Alors cette formulation, en fait, est celle de Stephanie Kelton, qui appartient à une école économique américaine et qui vient d'éditer, de publier un ouvrage qui s'appelle Le mythe du déficit, et aux éditions Les liens qui libèrent. Rien que le nom de l'éditeur donne un peu d'air sur les perspectives et peut-être l'élargissement du champ de notre réflexion. Et c'est une école qui qui re-questionne en fait l'ensemble des paradigmes qui sont les mieux ancrés en matière d'économique et qui vise à essayer de trouver des solutions pour trouver les ressources au regard des transitions que nous avons à financer, et d'autres avant moi l'ont évoqué. Et donc ça me conduit à me questionner aussi sur l'idée d'avoir une instance indépendante qui fixerait un peu les cadres de ce qui serait considéré comme étant
la bonne gestion budgétaire. Je pense qu'au contraire, dans la période dans laquelle on est, où en fait l'ensemble des repères que nous avions sont bousculés, il vaut mieux favoriser la concentration pour trouver les nouvelles voies qui nous permettent de poursuivre en tout cas les transitions dans lesquelles nous sommes nécessairement engagés, qui vont nécessiter des moyens importants. Et je reviens également par rapport à ce que disaient un certain nombre de collègues sur l'idée qu'en matière de gestion budgétaire, de stratégie budgétaire, d'orientation, je pense que le Parlement, et seul le Parlement, est légitime pour les fixer. Si on revient sur des schémas un peu plus classiques concernant donc l'approche et de la gestion de la dette, ça a évoqué, Monsieur le Ministre, effectivement, les perspectives en matière de dépenses, mais moi aussi, comme d'autres, je pense que la question des recettes est essentielle. Il y a là des possibilités de financement à trouver, à la fois à travers l'évasion, la fraude fiscale, ça a été évoqué, à travers également la fiscalisation d'un certain nombre d'activités aujourd'hui, et vous voyez ce que j'ai en tête, qui ne sont pas suffisamment fiscalisés et qui n'apportent pas une contribution suffisante au fonctionnement de notre société. Et puis derrière ça, il y a surtout la question de la justice fiscale. C'est un élément important de l'acceptation des prélèvements, et surtout aujourd'hui, on voit bien que cette injustice fiscale est un élément de dilution de notre démocratie. Et le dernier point, je voudrais avoir votre avis, si vous me le permettez, Monsieur le Ministre, sur ce que vous pensez des règles de bonne gestion. Je pense en particulier aux 3 et aux 60% du PIB, dont on parle depuis maintenant plusieurs décennies. Avoir votre avis sur les fondements scientifiques de ces ratios, et si tant est qu'il y en ait d'autres à déterminer, sur quels fondements scientifiques on pourrait s'appuyer. Je vous remercie. Merci Patrice. Sylvie Vermeillet, puis Christian Billac. Merci Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord saluer et remercier le Président Arthuis pour la qualité du cadre qu'il nous propose et puis toute la sagesse qu'il ajoute à sa présentation. J'aurais deux interrogations. La première qui rejoint celle de nombre de mes collègues concernant les collectivités. Comment est-ce que vous imaginez, Monsieur le Président, l'éventuel effort à produire par les collectivités au-delà du contrat de Cahors? Et dès lors, est-ce que la notion de libre administration aurait encore du sens? Et puis le deuxième point, vous avez énoncé la production en début de législature, l'énoncé d'une loi pluriannuelle des finances publiques. Est-ce que vous imaginez sereinement la réforme des retraites se caler dans la prochaine législature rapidement? Merci. Merci Sylvie. Christian Billac, puis Vincent Segouin. Merci, Monsieur le Président Arthuis. Je suis un nouveau sénateur et donc je n'ai pas tous les codes de cette maison, mais je croyais que l'équilibre financier était une évidence. Et je vous rejoins quand vous dites que 3%, moi, ça me surprend. Moi, personnellement, je gère une collectivité comme la plupart ici, et nos budgets, on les votait en équilibre, pas avec du déficit. Et je suis un peu gêné quand même déjà par le pacte de Cahors et par le prolongement de ce pacte de Cahors, parce que finalement on retrouve Jean de La Fontaine là, et la cigale et la fourmi. C'est l'État cigale qui va demander à la fourmi collectivité de participer au redressement. Donc moi, ça me dérange un peu quand même. Ceux qui ont toujours fait preuve de rigueur, qui ont toujours remboursé leurs dettes, qui ont toujours terminé avec des comptes administratifs en excédent, on va leur demander de venir secourir la cigale qui a chanté tout l'été. Bon, je reviendrai sur également la soutenabilité sociale de cet équilibre qu'il faut quand même poser, parce que si en Allemagne on a toujours considéré, toute la classe politique, que c'était l'inflation qui avait amené Hitler au pouvoir, on voit bien aujourd'hui partout que même si l'inflation est jugulée, eh bien, on a une montée des populismes qui, pour ma part, m'inquiète. Je pense que c'est une opinion partagée dans cette Assemblée. Et moi, je rejoins Victor Hugo quand il disait dans son discours de la misère que l'homme méchant avait pour collaborateur fatal l'homme malheureux. Et donc, prenons garde à la soutenabilité sociale quand même, parce que nous avons une vraie menace au-delà de l'équilibre financier, une menace sociétale et politique qui nous guette. Donc, je reviens à l'équilibre et je partage avec vous les limites de la politique du rabot. On a raboté. Alors, moi, je constate que ce rabot, il ne doit pas bien tailler parce que, malgré des coups de rabot depuis des décennies, le déficit est toujours là. Et je me pose la question, et je vous pose la question, ne faudrait pas changer d'outil et passer du rabot à la scie?
Mais qu'est-ce qu'on va scier? Qu'est-ce qu'on va scier? Toute la question est là, je crois. Je pense pour ma part, et je vous demande ce que vous en pensez, tout d'abord, s'il ne faut pas recentrer la dépense publique d'État sur les missions régaliennes et voir, alors on peut appeler ça un nouvel acte de décentralisation, on peut appeler ça un contrat, mais voir si on ne pourrait pas confier aux collectivités publiques qui ont suggéré dans certains domaines, et je pense aux collèges et aux lycées en particulier, et aux écoles, où des efforts prodigieux ont été faits par les collectivités que n'aurait pas fait l'État s'il avait conservé la compétence. Est-ce que ce n'est pas là la solution? Et puis, je conclurai en m'interrogeant aussi sur la pluriannualité. Vous l'avez souligné, Monsieur le Président, ces contrats pluriannuels, ces plans pluriannuels, ils ne sont jamais respectés, d'une part. Donc on peut toujours se faire plaisir. Et d'autre part, n'y a-t-il pas un risque, dans un monde en perpétuel mouvement, un monde en évolution, que s'il était respecté, pour innover, ce soit un corset qui empêche notre pays d'évoluer. Voilà, les questions qui me viennent à l'esprit, j'en ai terminé. Merci Christian. Vincent Segouin. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, alors je ne vais pas revenir sur la dépense qu'il faudrait maîtriser dorénavant dans l'avenir. Je voulais surtout revenir sur votre propos introductif où vous écrivez que la chute de la croissance économique reflète en partie une chute de compétitivité de la France. On a souscrit des plans de relance, tant européens que français. Or, j'étais surpris de voir dans votre analyse que ces plans de relance n'ont pas d'effet ou des effets qui sont nuls, puisque vous dites que le rattrapage de l'année 2019 ne sera pas avant 2023-2024, si je ne me trompe pas, et que le taux de croissance va rester à 1,5 au maximum de vos prévisions pour les années à venir. Donc, est-ce que ce plan de relance où on devait rapatrier des entreprises est un leurre, ou est-ce qu'il aura des effets que vous n'avez pas calculés? Merci. Merci Vincent. Merci à vous tous d'avoir tenu le temps, ce qui me permet de poser une ou deux questions complémentaires. Non, du tout. Mais en complément un petit peu de ce que vous avez dit, mes chers collègues, en ce qui me concerne, vous avez évoqué dans votre rapport l'idée de sanctuariser un niveau plancher de dépenses d'avenir afin de les préserver des efforts de redressement à venir. Cette formulation de niveau plancher m'a un peu gêné. Et j'ai plutôt une vision différente, c'est que est-ce qu'il ne faut pas profiter de cette période de taux bas, dont je pense personnellement, et après audition bien sûr de l'ensemble des intervenants, qu'elle va durer un petit peu, pour des raisons que vous avez évoquées d'ailleurs, de masse monétaire, d'épargne aujourd'hui disponible, pour finalement assumer un financement par la dette d'une hausse des dépenses d'avenir qui serait favorable à la croissance, et cette croissance générant des conditions pour son remboursement. En réalité, derrière cette phrase, ça se pose la question de la dépense, de la qualité de la dépense, en fait. C'est plus une question financière, c'est plus une question de qualité de dépense que l'on pourrait voir comme ceci. Vous avez dit que vous avez été chargé de réaliser différents scénarios en vous appuyant sur des hypothèses réalistes. Cela étant dit, vous avez fait des projections. Certaines projections sont fondées sur une remontée du coût de financement de la France à 3,1% en 2027, alors qu'ils sont aujourd'hui nuls, nous l'avons déjà dit, mais qu'aucun économiste, aucun marché, aucune représentation de l'avenir ne situe une possibilité ou un risque à 3,1% en 2027. Les conjoncturistes tablent plutôt sur, alors certains sont à 0,8, les marchés, les conjoncturistes plutôt à 1,4. Bon, on peut se tromper, on peut mettre des marges de précaution, on est d'accord, mais si on axe sur des précautions trop grandes, finalement, est-ce qu'on ne se prive pas de capacité à intervenir? Et je voulais vous indiquer si finalement ce scénario n'était pas une certaine volonté de dramatiser un peu la situation.
pour amener à bouger. Mais est-ce que ce n'est pas un peu trop fort comme vision ? Et enfin, le troisième sujet a été évoqué par Sophie Tallier-Polian, qui m'a cité, donc je la félicite et la remercie d'abord d'avoir lu un excellent document. Mais c'est vrai que le ministre, j'étais là évidemment, vous le savez, lorsque la mission vous a été confiée dans la première réunion avec le rapporteur général, et on a bien compris que le ministre vous donnait une mission de résoudre des choses, mais sans toucher à rien. Enfin, je veux dire par là, il ne fallait pas d'inflation, il ne fallait pas d'impôts, il ne fallait pas de trucs. Bon, à la sortie, c'est sûr que c'est bien d'arriver à produire un rapport, hein, parce que je veux dire que tous les verrous ont été mis de manière, comment dire, ou en tout cas beaucoup de verrous ont été mis. Mais cela étant dit, moi je considère, et vous l'indiquez d'ailleurs, que pour ce qui va vraiment être important, c'est de dépenser utilement pour l'avenir, pour le verdissement, etc. Ceci est évoqué. Mais finalement, on ne revient pas sur les décisions qui ont été prises cette année, pour cette année, et qui sont curieuses parce que tout le monde les critique, mais en creux. C'est-à-dire le gouverneur de la Banque de France, c'est-à-dire le premier président de la Cour des comptes, qui indique simplement que c'est curieux, en période de crise, et de crise comme on n'en a jamais connu, de diminuer les recettes. Voilà, d'un État. Se priver de recettes en pleine période de crise, on peut admettre, ce n'est pas mon avis, que les impôts de production, ce soit un enjeu. Pourquoi pas ? Mais quand on est en croissance. Mais quand on est en période de crise, se priver de 10 milliards d'euros, vous essayez de protéger un peu cette décision par 3 phrases, 3 lignes dans le rapport. Sincèrement, je ne le comprends pas, d'autant plus qu'il ne s'agit pas là de choix d'investissement, mais de distribuer à tout le monde des capacités dont on ne sait pas à quoi elles vont être utilisées finalement côté industriel. Donc en désaccord total. De la même façon, était-il nécessaire, ne pouvons-on pas retarder les 20% de TH. Alors ici, on aurait beaucoup de regrets, les uns et les autres, je l'en conviens. Mais quand même, il n'y avait pas d'urgence à avoir cette récupération. Et là aussi, à un moment où on nous dit que les gens qui ont le plus de ressources, finalement, on ne sait pas comment leur faire sortir les économies et les remettre dans le circuit. Mais une bonne façon de les garder, c'était de les garder au niveau de l'État. Au passage, et j'en termine par là, ça faisait à peu près 17 milliards d'euros. Eh bien, sur 10 ans, je vous trouvais tout de suite le remboursement de la crise. Voilà, c'est dommage que ça n'a pas été proposé. Merci. Monsieur le Président, vous avez devant vous très exactement 34 minutes pour répondre. Et le Président... d'éviter de mettre de la pression sur mes épaules au moment où je dois pas répondre à chacun d'entre vous, c'est ce que j'ai compris, mais de revenir sur les différents thèmes qui ont été évoqués par les uns et les autres. D'abord, je voudrais vous dire, et en cela je réponds à monsieur le rapporteur général, que nous nous sommes interdits de nous substituer à la décision politique. C'est-à-dire que les élections légitiment un projet et ceux et celles qui auront pour charge de le mettre en œuvre. Ce que nous avons voulu, c'est nous placer au niveau de la méthode, des instruments. Plusieurs parmi vous avaient évoqué la règle d'or. La règle d'or qui, dans la Constitution, poserait un principe dont le Conseil constitutionnel aurait à vérifier qu'il est respecté. Nous nous sommes posé cette question. Et finalement, nous avons pensé que pour modifier la Constitution, il faut un investissement d'énergie politique dont on n'est jamais sûr qu'il ira à son terme, dans le sens que nous souhaitons. Dans les rapports multiples que vous avez évoqués sur la dette, car j'ai bien conscience que l'exercice auquel nous sommes livrés a été précédé par un certain nombre de rapports, dont les enseignements n'ont pas toujours été respectés. Et oserais-je dire que
c'est mon expérience. Ici, on a fait beaucoup de rapports. Je me souviens d'un rapport dont j'étais le rapporteur sur les 35 heures. Et à l'époque, en se disant, au moins un rapport de cette nature pourrait essayer de mesurer les conséquences budgétaires, conséquences en termes de compétitivité économique et d'équilibre des comptes publics, l'impact sur les budgets de la santé, par exemple. Bon. Mais on ne peut pas dire que ce type de rapport soit systématiquement pris en considération. On multiplie les rapports, mais on ne passe pas à l'acte. Donc nous avons essayé de définir quelques principes, et s'agissant de la règle d'or, j'ai souvenir que M. Cantu, dans son rapport, avait proposé effectivement une modification de la Constitution. Les deux assemblées l'avaient approuvé. Mais à l'époque, le président de la République avait fait le compte des voix qui se manifesteraient au Congrès, et il en manquait quelques-unes pour pouvoir présenter ce projet de réforme, et donc ça n'a pas abouti. Mais si vous pensez demain qu'il y a une chance d'obtenir un accord au plan constitutionnel, là vraiment je vous encouragerai dans cette voie, mais je vous mets en garde contre le fait que quand c'est dans la Constitution, on introduit un élément extrêmement rigide, et quand vous avez une crise comme celle que nous traversons, il faut une escape clause, comme le prévoient les traités européens, car sinon ça ne marche pas. Donc, on peut prévoir toutes les règles constitutionnelles que l'on veut, mais si derrière, il n'y a pas une adhésion populaire, si derrière, il n'y a pas une révolution culturelle, s'il n'y a pas une appropriation des enjeux par les Français eux-mêmes, parce qu'un État surendetté est-il un État totalement indépendant? Pensez-vous que M. Tsipras, Premier ministre grec, au mois de juin 2015, il y a sur la table un protocole imposé par les créanciers, et M. Tsipras ne veut pas le ratifier. Et pour donner de la force à son opposition, il organise un référendum. Le peuple grec lui donne raison, à 66%. Et une semaine plus tard, M. Tsipras signe le protocole. Je veux dire que quand on parle des finances publiques, de leur équilibre et de la dette publique, on parle aussi de la souveraineté. Alors quand on est un État comme les États-Unis d'Amérique, on peut émettre de la dette. Le président peut engager un programme de 1900 milliards. C'est plus facile quand vous avez un niveau de dépenses publiques qui est autour de 40% que lorsque vous êtes à 56%. Car nous avons saturé nos marges de manœuvre. Et c'est ça notre problème. Et par ailleurs, l'Europe n'est pas un État. Et donc, il n'y a pas de dette européenne, hormis celle qui va être lancée par la Commission pour les 750 milliards du plan de relance et de résilience. C'est une addition de dette souveraine nationale. Et ceci est une distinction particulière. On peut certainement dépenser plus, émettre de la monnaie avec la complicité et la bienveillance des banques centrales, si on est un État fédéral, et sans doute faut-il y réfléchir, mais nous sommes en Europe, nous avons l'euro comme bouclier, et nous devons prendre en compte les positions de nos partenaires. Et c'est ça qui complique la tâche. Alors vous m'avez interrogé en disant, mais 60%, 3%, qu'est-ce que ça veut dire? Moi j'ai souvenir que 3% et 60%, c'était à une époque où les taux d'intérêt étaient de 5% à peu près. Et 5% de 60%, ça fait 3%. Autrement dit, c'était une façon de poser le principe que les dépenses primaires devaient être à l'équilibre et que c'est la charge de la dette qui devait représenter les 3%. C'est le souvenir que j'en ai. Est-ce à dire pour autant que c'est intelligent? Je ne suis pas sûr, mais le problème est... Quel était le problème? Le problème, c'est que quand on passe à la monnaie unique, on partage une souveraineté. Mais c'est la seule souveraineté qu'on ait partagée. L'Europe, c'est un marché unique et c'est une souveraineté monétaire. Et la Banque centrale européenne est d'essence fédérale, mais il n'y a pas de gouvernement européen. Et donc,
comment faire vivre une monnaie orpheline d'État. La France négociait la possibilité d'avoir un gouvernement économique, financier et budgétaire, mais les pays du nord de l'Europe, et notamment l'Allemagne, n'en voulaient pas. Dans la crainte qu'ils avaient que les pays du Sud fassent marcher la planche à billets et des visions de dette publique et d'inflation éventuelle, vous l'avez rappelé, les Allemands ont une phobie absolue de l'inflation. Les années 20, politique, la République de Weimar, et puis l'ascension d'Hitler. Donc ils sont complètement hostiles à toute idée d'inflation. Puisqu'on ne pouvait pas avoir un gouvernement économique, financier et budgétaire, et un budget européen pour réguler la zone euro, alors on a fait un règlement de copropriété, et c'est le pacte de stabilité et de croissance, qui n'a pas fonctionné formidablement, hein, parce qu'entre nous soit dit, à l'époque, les comptes publics étaient souverainement sincères, y compris les comptes grecs. Et on s'est aperçu qu'il y avait peut-être à y voir de plus près. Mais au fond, chacun était un peu complice, puisque ça ne nous gênait pas d'exporter des travaux publics, des systèmes d'armes vers la Grèce. Et quand on a vu que les Grecs étaient surendettés, on s'est demandé où étaient les créanciers. Ils étaient en Allemagne, ils étaient en France. Donc ça n'a pas fonctionné formidablement, cette gouvernance, incontestablement. Et le vrai sujet qu'aura l'Europe, c'est quel budget pour la zone euro et quel gouvernement pour la zone euro. Mais alors là, vous posez une question fondamentale qui appelle une révision des traités. Et il ne nous a pas échappé que les traités sont révisés à l'unanimité. Et on n'y est pas encore. Donc ce que nous vous proposons, c'est des méthodes et des principes plus pragmatiques. Mais vous pouvez poser tous les principes que vous voulez, toutes les règles que vous voulez, y compris dans la Constitution. S'il n'y a pas politiquement une volonté, et vous êtes le Parlement, et quelles sont vos contributions pour faire baisser les dépenses? Alors, nous nous sommes abstenus de donner des indications, car ce n'était pas notre mission. Nous ne voulons pas nous substituer à la volonté politique, qui est tranchée à l'occasion des élections. Nous souhaitons simplement que les Français s'emparent de cette problématique budgétaire, peut-être pour exercer une pression sur les acteurs politiques et sur les partenaires sociaux également. Nous avons quand même des facteurs de conservatisme assez forts. Nous sommes un pays hyper centralisé, hyper administré, ce qui suppose des contrôles à tous les étages, dans une espèce de climat de méfiance au surplus. Donc, est-ce que vous pensez qu'on est prêt? Parce qu'on ne règle pas les problèmes uniquement avec des crédits budgétaires. Nos problèmes sont pour l'essentiel des problèmes de gouvernance. C'est vrai pour toute institution. Si les principes de gouvernance sont bien posés, on peut avoir de l'efficacité. Mais si on veut concilier tout et le contraire de tout, ça commence à être très compliqué. On a parlé de la santé, par exemple. Est-ce que vous pensez que c'est uniquement une question de crédit? Moi, je préside un conseil de surveillance d'un hôpital public. Les principes de gouvernance, pour un directeur d'hôpital, ce n'est pas évident. Il n'a aucune prise sur les praticiens. Il y a d'un côté la médecine de ville, de l'autre côté l'hôpital public. Est-ce que de temps en temps, par territoire, il ne faudrait pas mettre un peu de coordination dans tout cela pour obtenir peut-être une plus grande efficacité? Donc, il n'y a pas que des problèmes de gouvernance budgétaire, il y a aussi des problèmes globalement de gouvernance. Alors sans doute faut-il aller vers plus de décentralisation, de déconcentration. C'est préoccupant quand, pour assurer la vaccination, il faut un protocole de 60 pages pratiquement. Est-ce que les acteurs locaux ne pourraient pas assumer des responsabilités? Donc plus de marge de liberté, mais sur ces terrains-là, nous n'avons pas pu avancer car ce n'était pas notre mission. Et nous n'avons pas voulu nous substituer aux politiques. Et je vous rappelle que nous étions 10 et que l'objectif c'était d'être 10 au moment de la conclusion. Et donc il a fallu que chacun... Vous avez posé des questions sur le niveau de l'impôt. Nous sommes posés ces questions aussi, mais très franchement, même rétablir l'ISF par exemple, c'est quoi? C'est 3 milliards. C'est sans rapport avec les problèmes que nous avons à résoudre. Et donc, c'est créer dans l'esprit général un débat
et qui va peut-être susciter des protestations et des inhibitions pour ceux qui auraient envie d'investir. Et donc, nous avons pensé que ce n'était pas à la hauteur. Nous avons dit qu'il ne fallait pas baisser les impôts et que s'il devait y avoir, par exemple, si on veut réindustrialiser, si on veut relocaliser les activités, peut-être qu'il y a des impôts ou des cotisations sociales et qui sont des facteurs de délocalisation ou de désindustrialisation. Est-ce qu'on n'a pas financé les 35 heures à l'hôpital avec des médicaments produits plutôt en Chine et en Inde? Ce genre de questions qu'il faudra se poser un jour. Donc, s'il doit y avoir des impôts ou des cotisations sociales qui sont réduits, ça suppose qu'on augmente d'autres impôts pour maintenir le niveau des prélèvements obligatoires. Ça, c'est un principe que nous avons posé. Sur les règles européennes proprement dites, les échos que nous avons eus de nos partenaires européens, si vous voulez, c'est que nous sommes quand même dans une situation singulière. Et je pense qu'il faut que nous définissions nous-mêmes nos propres règles. On ne va pas demander... il y a une règle qui dit que quand votre dette est supérieure à 60%, vous avez 20 ans pour la ramener à 60%. Ceci n'est pas imaginable. Donc le critère de la dette va devoir être revu incontestablement. Et le critère du niveau de déficit, lui aussi. Mais il faut quand même qu'on pose un principe, c'est l'équilibre des finances publiques. On admet bien sûr qu'on fasse du déficit dans une période de crise, parce qu'il faut que les stabilisateurs économiques soient déclenchés. Il faut également que les amortisseurs sociaux soient à la hauteur des attentes de ceux qui souffrent et qui sont en difficulté. Mais ceci, c'est pour une période de crise. Et nous disons qu'il n'est pas question de resserrer les robinets tant qu'on n'est pas sorti de la crise, tant qu'on n'a pas retrouvé le niveau d'emploi et d'activité de la fin de l'année 2019. Pas d'austérité, c'est bien ce que nous avons dit. Mais au-delà, il faut que nous nous donnions des règles et des principes. Alors les collectivités locales, elles sont tenues à une présentation des comptes qui les met à l'abri de la dérive, puisque les comptes doivent être équilibrés. Et que le régulateur, au fond, c'est l'organisme auprès duquel les collectivités sollicitent des emprunts. Il faut que la dette des collectivités locales soit soutenable. Le problème qu'on peut avoir, c'est que les seules réformes fiscales qu'on ait faites depuis 40 ans, ça a été la suppression des impôts locaux. C'est-à-dire qu'on a décentralisé, alors que la martingale de rappel, c'était l'impôt local, mais c'était assez populaire, pour les gouvernements de gauche comme de droite, de supprimer des impôts locaux parce que ce sont pratiquement les seuls impôts que les citoyens ont le sentiment de payer. Peut-être qu'il faudra revoir ce principe-là. Mais ce n'est pas simple d'établir l'impôt quand vous avez autant de collectivités locales. On s'en rend compte dans l'intercommunalité, c'est-à-dire que vous avez des matrices, on avait des matrices pour la taxe d'habitation ou pour la taxe foncière, qui n'étaient pas tout à fait les mêmes, alors même que ces collectivités faisaient partie de la même intercommunalité qui levait l'impôt. Le taux était le même pour tout le monde, mais les bases n'étaient pas les mêmes. Donc on a peut-être un vrai sujet, Monsieur le Président et Monsieur le rapporteur général. On a beaucoup de collectivités locales et dans cette maison, j'ai conscience que ce n'est pas un sujet facile à traiter. Mais si l'avenir, c'est la décentralisation, encore faut-il que chaque commune ait les moyens d'assumer les responsabilités nouvelles. Est-ce que vous croyez que toutes les communes françaises ont les moyens de le faire ? Et êtes-vous sûr que l'intercommunalité est toujours au meilleur niveau des règles démocratiques? Est-ce que dans certains cas, on n'a pas l'impression que c'est l'administration qui a pris le pouvoir? Et est-ce que c'est un facteur de maîtrise de la dépense publique? Je ne me prononce pas. Mais il va falloir quand même qu'on se pose la question. Je vois ici ou là se créer des communes nouvelles. Est-ce que ce n'est pas une voie dans laquelle il faut s'engager? D'autres pays s'y sont engagés. Ça n'est pas simple de poser ce genre de questions dans cette maison. Et j'ai vécu ce dilemme. J'ai essayé j'étais maire et j'ai essayé de fusionner 4 communes en 89. C'était la campagne la plus dure que j'ai jamais eu à mener. Bon, mais cela étant, sur le fond, si on veut que les territoires se développent, il faut qu'ils puissent avoir des projets de développement. Il faut qu'ils puissent attirer des collaborateurs de talent pour les aider à concrétiser ces projets. La relation entre l'État et les collectivités est une relation compliquée parce que, du fait de la suppression des impôts locaux, les collectivités dépendent très largement des compensations versées par l'État.
Et l'État peut être prescripteur de dépenses. Mais quand on dit l'État, c'est aussi le Parlement, parce qu'il peut arriver que vous votiez des lois pour suggérer qu'en matière écologique, il faudra créer un responsable de ceci et de cela. Nous sommes quelquefois pris dans nos propres contradictions. Alors, je pense qu'il y a un vrai sujet collectivité locale. Les règles comptables et les règles de présentation financière, à mon avis, sont irréprochables. Et le régulateur... Alors, si nous suggérons l'extension des contrats de Cahors, c'est qu'apparemment, pour les 300 et quelques contrats qui ont été établis, ça a plutôt fonctionné de manière positive et constructive. Les acteurs en sont satisfaits. Donc, pourquoi ne pas élargir cette démarche? Pourquoi ne pas l'élargir? Avec sans doute la vigilance et la prudence requises. Mais enfin, c'est une façon aussi de maîtriser la dépense publique. Et inversement. Et inversement. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a l'État qui, d'un côté, parce que l'État a certainement fait des efforts, mais je pense que l'État est trop centralisé et qu'il y a probablement une suradministration des circulaires que reçoivent les maires dans tous les sens. J'ai plus le temps de les lire. Et peut-être, oui, mais alors, nous avons le principe de précaution, nous avons la jurisprudence du sang contaminé, et face à des situations dramatiques, vous conviendrez que les membres du gouvernement et de l'administration prescriptive et responsable peuvent avoir le souci d'éviter de se retrouver le lendemain devant une juridiction mis en cause par les citoyens. Et ceci est la conséquence des législations que nous avons votées au fil des années, les uns et les autres. Donc, je n'hésite pas à parler d'une véritable révolution culturelle. La gouvernance budgétaire est une chose, mais elle met en cause la gouvernance publique en général. Ceci est intimement lié. Alors, quand on parle de gouvernance, est-ce que vous pensez qu'il est possible quand même de revoir la façon dont on travaille au Parlement en modifiant le temps que l'on consacre au projet de loi? Moi, le souvenir que j'en ai, si vous voulez, c'est qu'on passait un temps fou et que ça ne faisait pas forcément avancer la cause. Dans certains pays, on vote le budget en quelques jours. Et il y a un seul ministre qui présente le budget. Alors chez nous, c'est l'occasion de débat. Et nous avons nos habitudes et nos procédures, et chacun prépare son rapport. Et est-ce qu'il ne faut pas qu'on s'interroge aussi sur la gouvernance du Parlement? Et quand un Parlement s'installe au lendemain d'une élection, comment est-ce qu'on s'y prépare? Comment est-ce qu'on définit les nouvelles méthodes pour tenter d'être plus efficace et d'éviter de tomber dans les contradictions qui, quelquefois, nous amènent à dire qu'il faut absolument réduire la dépense publique, mais d'être incapable de le faire en pratique. C'est ça que nous avons voulu essayer de dire dans notre rapport. Et je ne sais pas si nous y sommes arrivés, mais nous avons voulu essayer de le faire plus court que les autres rapports, peut-être un peu plus pédagogique pour qu'il soit accessible par nos concitoyens qui souhaiteraient y jeter un œil, et puis qu'il y ait un débat. Je pense que le débat de la dette va venir devant l'opinion publique dans les mois qui viennent. Il s'agit d'essayer d'être dans un principe de réalité. Vous m'avez demandé aussi si on avait des idées sur les dépenses qu'il faudrait réduire. Nous disons qu'il faut que nous prenions le temps de regarder où sont les dépenses. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que c'est surtout sur les transferts sociaux que la France est engagée. Les retraites, l'assurance chômage est un vrai sujet. Et est-ce qu'il ne faudrait pas que le périmètre du PLFSS soit étendu à l'UNEDIC et au chômage? Alors vous me direz, mais les partenaires sociaux vont dire que c'est leur responsabilité. Sauf que, dès qu'il y a eu du déficit à l'UNEDIC, c'est l'État qui s'est porté caution. Et donc, quand l'État est caution, eh bien, lorsqu'il veut faire, quand un gouvernement veut faire aboutir telle ou telle prise en charge, il n'a pas trop de mal à convaincre les partenaires sociaux. Et là, les responsabilités se mélangent entre l'État et les partenaires sociaux. Donc là aussi, il faut que les règles de gouvernance puissent être redéfinies sans ambiguïté. Ce ne serait pas extravagant quand même qu'on puisse faire apparaître ce tableau global des dépenses publiques et des recettes publiques, et là vous verrez où sont les masses. Et ce qui distingue la France par rapport à la plupart des pays de l'OCDE, c'est les transferts sociaux. Nous sommes allés très loin.
Et quand il faut amorcer une remise en cause, ça n'est pas simple. Mais mon sentiment personnel, c'est que les retraites sont un vrai sujet et qu'il va bien falloir que le prochain quinquennat s'en préoccupe. Et pas seulement les retraites. Parce que derrière tout ça, c'est la crédibilité d'un pays qui est en cause. Croyez-vous que la France peut faire prévaloir systématiquement son point de vue par ses partenaires européens dès lors que sa situation financière est préoccupante? On en voit tous les ans en application du pacte de stabilité et de croissance, on envoie tous les ans un programme de stabilité à Bruxelles qu'on n'a jamais respecté. Et donc, vu par nos partenaires européens, nous passons pour des gestionnaires singuliers. Comme disait Jean-Claude Juncker, ça nous a été rappelé, qui était président de l'Eurogroupe, il disait, oui, ça c'est la France. Moi, je pense qu'il faut qu'on révise notre position. Donc, je vous demande beaucoup de bienveillance à notre égard, c'est qu'on n'a pas voulu fixer des voies à emprunter systématiquement en disant qu'il faut réformer les retraites ou il faut réformer l'assurance chômage, parce que ce serait se substituer aux politiques. Et ça n'était pas, Monsieur le Président, dans notre mission, et peut-être que ça n'aurait pas facilité l'intégrité de notre groupe jusqu'au moment de l'adoption du rapport. Parce que tout rapport d'un groupe aussi composite appelle que chacun prenne sa part de concession. Sur les impôts de production, par exemple, moi je pense qu'il y a une vraie urgence, c'est de revoir toutes les formes d'impôts de production. Comment voulez-vous réindustrialiser un pays et recréer de l'emploi si vous financez votre protection sociale par des cotisations assises sur les salaires? Est-ce que ça n'est pas un impôt de production? J'observe que dans les pays du nord de l'Europe, on a supprimé ce type de financement de la protection sociale au profit d'autres impôts. Alors les autres impôts, je ne me prononcerai pas. Ça, c'est le débat politique. Et je ne veux pas me substituer au Parlement, parce que c'est le vrai débat qu'il faut avoir. Trop souvent, nous avons des tabous. Il y a des questions qu'on ne veut pas évoquer parce que c'est presque sacrilège, parce que ça remet en cause des données historiques auxquelles on ne veut pas toucher. Mais la mondialisation est passée par là. Et la mondialisation a changé la donne. Alors bien sûr, elle nous permet d'acheter des produits pas chers. Et là, on va penser que c'est une façon de maintenir le pouvoir d'achat. Mais on ne se rend pas compte à quel point c'est corrosif en termes d'emploi et de tissu économique. Donc nous avons de vrais enjeux à relever. Faut-il revoir la LOLF? Bon, nous suggérons un certain nombre de modifications organiques qui vont dans le sens d'ailleurs de ce que le président et le rapporteur général de la Commission des finances de l'Assemblée nationale et même la Commission des affaires sociales ont proposé. Nous mettons en débat ces propositions. Nous ne sommes pas allés jusqu'à la réforme constitutionnelle. S'agissant des collectivités locales, nous ne sommes pas revenus non plus sur le principe de libre administration des collectivités locales. Et nous insistons sur la pluriannualité, pas seulement pour présenter les lois de finances, mais si vous demandez à un directeur d'administration de faire des réformes et de supprimer quelques postes, si chaque année vous dites, voilà, l'année prochaine, vous en supprimez 3, lui, il a besoin de savoir ce qui se passe en 5 ans. Parce que là, il fait une vraie réforme sur 5 ans. Mais si vous lui dites année par année, sans lui dire ce qui se passe après, vous ne lui permettez pas d'engager une réforme structurelle et de modifier la gouvernance. Donc pour nous, la pluriannualité est très importante. Alors, sur les collectivités locales, s'agissant des investissements, il y a des années où on va investir massivement. Nous pensons que dans certains cas, il serait bon de laisser les collectivités faire des provisions pour éviter, quand l'investissement viendra, d'avoir à emprunter l'intégralité des besoins. C'est-à-dire que si on programme un investissement important, on doit pouvoir constituer des excédents pour les mettre en provision et financer plus facilement avec un moindre recours à l'emprunt. Donc voilà ce que nous nous sommes permis de suggérer. Mais au total, on peut dire que l'État-providence a bien fonctionné dans les circonstances dramatiques que nous traversons. Mais ce dont il s'agit, c'est de l'avenir de l'État-providence. Et donc, de mettre en œuvre une
transformation radicale de la gouvernance budgétaire, c'est peut-être une façon de préserver l'avenir de l'État-providence. Faute de quoi, vient un moment, alors, Monsieur le Président, vous suggérez, compte tenu des conditions extrêmement favorables du marché, d'emprunter plus largement. Alors, l'emprunt, il va être fait par l'Union européenne, puisque l'Union européenne va emprunter 750 milliards. Et que la France va récupérer, il y a un fonds de dotation de 390 milliards, je crois, duquel 40 milliards seront extraits pour la France. Ces 40 milliards-là, ils ont vocation à financer la transition écologique. Nous pouvons emprunter plus, Monsieur le Président, mais demandez-vous alors à quel niveau vous allez stabiliser la dette française et comment votre attitude va être appréciée par vos partenaires européens qui n'ont pas pris tout à fait les mêmes orientations. Donc il y a un vrai sujet dans tout cela. Le cavalier seul français, à mon avis, peut avoir des inconvénients car il pourrait déstabiliser le fonctionnement de la zone euro. Et donc nous devons essayer de nous trouver en phase et si possible en convergence. 60 points d'écart entre la France et l'Allemagne, c'est quand même un vrai sujet. Un vrai sujet. Donc soyons-y attentifs. Je comprends bien votre argument. On peut dire, ben voilà, on va... Mais je ne suis pas sûr par ailleurs. Il ne suffit pas de dire qu'on va mettre 10 milliards de plus sur la table pour qu'il y ait un programme efficace qui s'engage immédiatement. Attention, il faut que le tissu soit prêt à accueillir ces fonds supplémentaires pour que ça fonctionne. Et donc tout ceci doit être fait avec vigilance et sensibilité. À quelle question n'ai-je pas répondu? Il y en a sûrement plein. L'allongement de la dette. Alors, l'allongement, la France, au sein de la zone euro, est le pays qui a le plus allongé. On est en moyenne à 8,2 années. On était autour de 5 années il y a 10 ans. La Grande-Bretagne était à 18. Mais la Grande-Bretagne a des fonds d'investissement pour les retraites, ce qui n'est pas le modèle que nous avons choisi. En Europe, nous sommes les plus avancés. Alors, est-ce qu'on pourrait emprunter plus à 15 ans et au-delà? Il faut faire très attention parce qu'on dit, ben voilà, le marché est très demandeur. Mais tous ceux qui viennent souscrire les titres, le Trésor a lancé des OAT et on a 10 fois plus de demandes. Mais tous ceux qui sont en demande vont immédiatement porter les titres qu'ils ont pu obtenir à la Banque centrale. Et à mon avis, au passage, ils doivent y trouver un petit revenu quand même. Donc méfions-nous de cette référence au marché dans un tel contexte, car s'il n'y avait pas la Banque centrale pour acheter les titres instantanément, je ne suis pas sûr que le marché serait aussi demandeur de ces titres.